Pourquoi davantage insister finalement sur le diagnostic plutôt que sur le traitement? Mais d'abord parce qu'il faut dire qu'à Luxembourg, nous avons la chance d'avoir un plateau technique sur le plan des traitements ainsi qu'un accès aux médicaments que nous envient beaucoup de pays voisins. Et que dans une optique de médecine de précision, la qualité, voire l'excellence d'un diagnostic est un élément tout à fait incontournable et qu'il faut vraiment développer au niveau du pays et au travers de ce deuxième plan cancer. Et de reste, cet écueil était bien repris dans ce pamphlet qui a été récompensé il y a une quinzaine d'années par le prix Pulitzer, où le cancer, qui est d'ailleurs nommé de manière un peu pompeuse l'empereur de toutes les maladies, sa prise en charge suboptimale à l'époque était notamment liée au fait qu'on nous demandait de prendre des décisions parfaites sur des éléments diagnostiques qui, eux, l'étaient beaucoup moins. Et effectivement, au début de la cancérologie, qui finalement est une spécialité relativement récente, il y avait des traitements et des approches qui étaient certes efficaces, mais assez peu différenciées. Et ce n'est qu'avec l'arrivée dans notre arsenal thérapeutique des diagnostics et surtout des thérapies ciblées, des séquençages génomiques et plus récemment de l'immunothérapie, que l'on a pu augmenter de manière très significative les bénéfices cliniques, d'où l'intérêt majeur de cette phase diagnostique pour avoir accès à ce couple, désormais tout à fait, ce binôme tout à fait indissociable, thérapie et diagnostic plus ou moins, qui a même donné l'essence lui-même à un terme de fusion, cette science, ou en tout cas cette approche qu'on appelle theranostique, un mot qui a lui-même été créé, même s'il est davantage utilisé actuellement dans la médecine nucléaire. On en reparlera brièvement. Alors bien entendu, on fait face à une véritable explosion en termes de technologie, d'intelligence artificielle, et il a fallu donc faire la part en ce qu'il était raisonnable d'espérer et surtout pertinent d'implémenter et de développer dans son deuxième plan cancer pour arriver à des avancées elles-mêmes ambitieuses, mais en tout cas en restant raisonnables et cohérentes. En restant de nouveau dans ce type d'approche de binôme, comme on disait, approche innovante avec un test compagnon, voilà les 4 thèmes qu'on voudrait développer et soutenir dans ce deuxième plan cancer. L'histologie reste la base incontournable, les tests génétiques et moléculaires bien entendu, l'imagerie surtout dans son approche moléculaire et dans une moindre mesure, bien que ce soit un champ de recherche plutôt, Simone, extrêmement dynamique pour l'instant, tout ce qui est biopsie liquide, pour l'instant on n'a une seule approche de ce type en diagnostic réel pratiqué dans les cancers du poumon, au LNS d'ailleurs. L'histologie à bord. Bien sûr, il faudra la renforcer, la soutenir. Il y a eu des efforts, mais incommensurables, qui ont été réalisés au niveau du LMS parallèlement par le plan cancer, mais surtout, je pense, par les personnes, les confrères, la structuration qui s'y est mise dans la pathologie, qui a fait vraiment un progrès incroyable ces 10 et surtout ces 5 dernières années, avec une qualité, une efficacité en termes de rapidité de remise des résultats qui est devenue très bonne, je pense très satisfaisante. Et plus encore la spécialisation des experts et des intervenants, médecins et autres collaborateurs, puisque cette expertise, cette différenciation dans les différents groupes de pathologies est un prérequis tout à fait essentiel, incontournable, pour espérer à terme des réseaux de compétences. Les médecins pathologues anticipent sans bien entendu repasser forcément par les cliniciens pour aller au-delà dans leur diagnostic, les tests complémentaires, les deuxièmes avis éventuellement à l'étranger. Et surtout poussent sans hésiter la porte de leurs collaborateurs du LNS pour aller plus loin si le diagnostic est encore perfectible, pour avoir recours à des tests génétiques et moléculaires plus poussés et arriver à un diagnostic plus exact, le plus exact possible. Je dois dire, Francesca, avec toute la bienveillance que j'ai pour toi, tu as quand même un peu saboté mes dias en termes de précision. Moi qui dois parler de termes de précision, les flèches sont allées dans tout. Mais je ne t'en veux pas, je ne t'en veux pas. Donc, nouvelles approches génétiques et moléculaires. Donc, on voudrait, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, introduire en pratique, passer de la recherche à la pratique, bien que la porosité soit grande et va devenir de plus en plus, avec des nouveaux tests moléculaires et génétiques qui ont, pour certains d'entre eux, déjà une valeur pronostique et prédictive tout à fait établie, ont ce qualificatif de biomarqueur d'utilité
clinique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, ça passe par toutes les étapes de la validation, comme les médicaments. Et on a déjà des mutations fréquentes, actionnables, parfaitement mises en évidence au niveau du LNS avec vous voyez, une technologie qui est à la pointe et qu'on utilise soit sous forme isolée, soit sous forme de panel, par exemple dans les cancers du poumon et les cancers colorectaux. Le LNS se fait également le relais de transmettre des échantillons à des firmes de biotech pour faire des tests eux-mêmes validés, mais pour lesquels comment on dit, le pattern n'existe qu'au niveau de ces firmes, mais qui nous donne néanmoins des informations très intéressantes. Par exemple, dans les cancers du sein, donner oui ou non de la chimiothérapie, donner tel ou tel traitement dans les cancers de l'ovaire. Donc ça, c'est un relais dont on ne va pas se départir, puisque c'est quelque chose de très spécifique de ces firmes, et qui pour l'instant, les flèches, sont pour le premier prises en charge financièrement par la fondation et par une firme pharmaceutique. Ce serait certainement important, même si c'est un peu trivial, de demander que la CNS rembourse ces tests dès lors qu'ils sont utilisés dans la pratique et nous donne des informations très utiles. Mais on est toujours dans ce couple cible-traitement, plus ou moins. L'innovation vient vraiment de ce qui suit, ou va venir peut-être de ce qui suit, c'est-à-dire que les nouvelles méthodes, et en particulier le séquençage tumoral sur les méthodes modernes qu'on appelle NGS pour Next Generation Sequencing, sont cette fois à la recherche d'une cible qu'on peut éventuellement actionner dans les tumeurs rares, dans les origines inconnues, c'est de plus en plus rare, c'est vrai, ou dans les tumeurs fréquentes, où on arrive à une impasse thérapeutique avec des traitements qui sont classiques et l'on voudrait voir si effectivement on peut espérer trouver des anomalies elles-mêmes rares, ou en tout cas inattendues, de l'ordre de 10%, mais qui pourraient être actionnables, donc ciblées avec des médicaments qui sont soit à notre disposition, ou soit que l'on peut avoir par des réseaux de recherche ou dans des universités de pays voisins. Voici quelques exemples, et voici, je m'excuse auprès de mes confrères oncologues, c'est très trivial et très connu cette diapositive, mais néanmoins réelle, une mutation rare qu'on appelle TRAC ou NTRAC selon. Toutes les couleurs différentes, ce sont en fait des tumeurs tout à fait différentes, pédiatriques, adultes, peu importe, mais quand vous avez cette mutation, c'est une fusion d'oncogènes en l'occurrence, et que vous appliquez un médicament qui du reste est disponible à Luxembourg, vous pouvez avoir dans des tumeurs avancées des résultats tout à fait impressionnants, et ce, donc, comme je le disais, indépendamment du contexte du patient, pédiatrique ou non, et de la tumeur. C'est parfois des choses très inattendues dans les cancers du sein comme dans des sarcomes. Et on arrive à ce concept, ce faisant, de traitement tumor agnostique, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce séquençage et trouver à une fréquence certes basse, mais néanmoins réelle et actionnable, ce type d'anomalie pour pouvoir l'utiliser à des fins thérapeutiques, comme vous voyez, très intéressantes. Alors, en général, nous devrions ou nous espérerions évidemment recevoir ce type de compte-rendu structuré qui nous disent faites ceci, ne faites pas cela, etc. Mais évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe puisqu'il ne s'agit pas uniquement de biopsier une métastase. Le plus souvent, on essaie de biopsier une métastase ou la tumeur primitive, soit on séquence, mais au-delà de ça, il y a encore tout un réseau et un circuit de bioinformatique extrêmement important et extrêmement complexe. Donc il ne s'agit pas d'avoir le séquenceur, il faut avoir tout le know-how qui va derrière et l'interprétation surtout, comme Guy le disait, et quelque chose qui doit passer par des tumor boards, puisqu'il y a au moins autant de pièges et de déceptions que de bénéfices escomptés de ce type d'approche, puisque vous pouvez très bien avoir des mutations toutes les mêmes, mais qui seront dépendantes cette fois du tissu, contrairement à ce qu'on montrait avant. Dans le mélanome, c'est très différent du côlon, par exemple. Vous pouvez avoir des mutations très diverses dans un même gène, mais en fonction de hotspot ou fusion, vous aurez des résultats ou justement une absence de résultats tout à fait marqués. Et encore, faut-il aussi que vous ayez disponibilité, un accès du médicament. Ce n'est pas toujours le cas, même à Luxembourg. D'où l'intérêt de ce fameux Molecular Tumor Board en RCP national. Et c'est dans 10% des cas pour les cliniciens optimistes que vous pouvez avoir un bénéfice thérapeutique dans l'état actuel des choses. Espérons qu'il en sera autrement à la fin de ce second plan cancer. Alors. Donc pour l'instant, comme Guy le disait, c'est l'Institut national du cancer qui est à la barre, tant pour organiser l'acheminement des échantillons au DNA et également pour organiser le Molecular Tumor Board. Alors,
dès l'année prochaine. Donc c'est une histoire de quelques semaines, de quelques mois. C'est le Centre national de génétique du LNS qui a été souhaité par le premier plan cancer et qui est une réalité depuis 2018, comme vous le savez, qui va se charger, en tout cas au moins, pour commencer, de l'analyse et du séquençage des tumeurs, puisque Barbara Kling me disait hier, je l'en remercie, Guy a confirmé que pour la fin d'année, ils ont eu droit à un séquenceur vraiment de toute dernière génération à haut débit, avec évidemment son pendant informatique et qui va permettre à terme, à court terme probablement, de pouvoir faire un testing tumoral qu'on appelle comprehensive. C'est toujours un mot qui regroupe à la fois le caractère complet, intelligent et qui vous permet de comprendre. Donc on préfère le garder en anglais dès lors qu'il n'a pas une traduction aussi subtile en français. Ça, c'est le volet génétique somatique sur les tumeurs. Du Centre de génétique humaine, du LNS, mais il y a également un important volet constitutionnel, surtout pour déterminer les patients et les personnes à risque de développer des cancers, mais pas que, bien entendu, il y a beaucoup d'autres maladies génétiques non cancéreuses dont le CNG se charge. Prédisposition au cancer, anomalie transmissible, c'est plutôt le fait de l'axe 4, donc en termes de prévention. Mais pour les patients cancéreux, il y a également un aspect de prévention, de prédiction à certains traitements, de transmission également de risques et d'effectivement de toxicité de certains traitements, ce qu'on appelle la pharmacogénomique. Alors, il est une priorité très claire, le docteur Unterreiner l'a dit, de soutenir l'implémentation et le développement de ce Centre national de génétique qui nous est déjà et qui nous sera vraiment très utile dans les années à venir, pour autant qu'il soit développé de manière tout à fait consensuelle, confraternelle, et je suis persuadée que ce sera le cas. Mais pour ce faire, il faut avoir des ressources humaines en suffisance, matériel également, de manière à avoir un accès rapide aux tests pour la somatique, mais également pour les tests génétiques. Pour les tests oncogénétiques, il faut également qu'on se dote d'une équipe qui ne revient pas qu'à remettre le diagnostic de mutation génétique, surtout chez des personnes saines, mais il faut des procédures et des moyens de prise en charge, des conseillers, des psychologues, des programmes personnalisés de suivi, des guidelines de prise en charge. Il n'en existe qu'un seul pour l'instant, avec des parcours dédiés. Cela veut dire également un accès à l'imagerie de dépistage, par exemple, à la chirurgie prophylactique, etc., des consultations hospitalières peut-être, mais certainement une participation au RCP. Au niveau national, c'est déjà le cas, mais au niveau des hôpitaux, de manière souhaitée et souhaitable. Alors, on ne peut pas parler des diagnostics, bien entendu, sans faire l'impasse sur l'imagerie médicale. Il y a des biopsies, donc il faut des scanners dédiés, avec des plages dédiées également aux biopsies. Le parc de scanners luxembourgeois devient obsolète et insuffisant. Ce sont des chiffres de l'OCDE par rapport à la croissance de la population. Pour le diagnostic, la tomosynthèse, soit c'est déjà un vieux dossier, mais aussi, comme on le disait à l'instant, des examens non irradiants. De nouveau, on est dans l'axe 4, mais pour le dépistage des femmes à risque, il ne s'agit pas de patientes, par exemple, les IRM mammaires dédiés avec un matériel qui permette de faire des biopsies, qui pourrait être alors à ce moment-là, comme la ProneTable, un équipement national avec un accès, sinon facile, en tout cas faisable. Dernier aspect de la théranostique, comme on le disait tout à l'heure, c'est certainement cet aspect innovant qui est souhaité et développé actuellement par le Centre national PET. Et merci à Joël Hart et à Vincent Lenz de m'avoir un petit peu aidé dans ce domaine qui, c'est vrai, n'est pas ma zone de confort. C'est l'imagerie, surtout la médecine nucléaire et le PET. Vous savez que depuis 2 ans, on dispose au niveau national d'un PET flambant neuf, 100% numérique, qui permet d'avoir non seulement une résolution excellente, mais permet d'envisager, avec l'acquisition de nouveaux traceurs, des nouveaux diagnostics, mais aussi et surtout peut-être des nouveaux traitements, beaucoup plus ciblés, toujours dans cette perspective de médecine de précision. Et voilà simplement un exemple qui n'est pas le plus récent, mais qui certainement sera le plus intéressant étant donné la fréquence de la maladie. C'est très exemplatif, c'est le PET-PSMA. Pour ce qui est de la spécificité, P, c'est prostate, S est spécifique, donc le reste, voilà, ça va avec. C'est exprimé à la surface de très nombreux cancers de la prostate. Vous les détectez avec un radioisotope, en l'occurrence le gallium. Ça vous permet de faire des diagnostics de précision supérieurs aux autres modes d'imagerie dont on dispose actuellement. Soit, de nouveau, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir passer le pas à la
theranostique. Bon, l'approche n'est pas neuve. L'iode radioactif, c'était déjà le cas à l'époque. Ça existe également dans les tumeurs neuroendocrines. Mais ici, on passe peut-être à la vitesse supérieure parce qu'on passe aux phases 3 et on passe dans des tumeurs fréquentes avec un autre radioisotope. C'est vraiment une radiothérapie vectorisée qui permet d'amener la radiothérapie là où elle doit être et uniquement être, c'est-à-dire dans la cellule tumorale. Une internalisation et bon, les phases 3 sont déjà présentées, non encore publiées, par rapport à l'efficacité et l'intérêt avec une faible toxicité pour les patients. Et le PET, le service national PET va se munir du traceur diagnostique, donc PET PSMA gallium, à partir du début de l'année prochaine et probablement dans les mois ou années suivront l'aspect traitement. Et ce n'est pas une liste exhaustive de ces couples de nouveaux théranostiques que vous voyez également dans les glioblastomes et autres pathologies solides. Je ne vais pas parler en détail de ceci, ça a déjà été abordé, sinon pour dire que on parle de tumor agnostic treatment, mais pas de patient agnostic treatment. Il faut absolument prendre évidemment le patient dans sa spécificité. On a parlé des extrêmes de la vie et là aussi il s'agit de cibler, le mot décidément de cette présentation, les populations particulières. On a déjà parlé du SNOP qu'il faudra bien entendu soutenir dans sa progression. La création de ce réseau d'oncofertilité qui devrait être créé dès 2021 et pouvoir fournir un aspect, un abord et une offre de prise en charge experte et rapide aux patients, certainement rares, mais c'est très important de le proposer, c'est une obligation que de le proposer. Et également ces extrêmes de la vie, bon, il n'y a pas d'âge pour se faire soigner d'un cancer, mais hélas, il y en est pour en ressentir les effets toxiques du traitement. Et on ne parle là de nulle part, or que 40% de nos patients ont plus de 70 ans, 70, comme vous voulez. Et donc il faudra certainement une évaluation et une adaptation des traitements, peut-être plus encore. Francesca, tu avais parlé de notre intérêt pour la réhabilitation à l'époque, mais pour la patientèle âgée, peut-être encore plus par rapport aux grosses chirurgies, aux gros traitements, l'aspect de préhabilitation qui est plutôt que de réparer les dégâts, les anticiper avec des programmes tout à fait spéciaux qui pourraient être discutés parfaitement dans cet axe. Voilà, j'en suis arrivée à ma fin. J'espère que je n'ai pas empiété sur mon temps de parole. Donc, ces projets sont ambitieux, mais c'est réaliste. Ils ont été quand même proposés par les acteurs de terrain qui savent que les projets trop ambitieux, les promesses électorales non rencontrées, c'est peu finalement rentable et c'est décevant pour tout le monde. Ça devrait nous amener à une personnalisation. On est donc, comme on le disait, dans la consolidation de certains axes et l'innovation pour d'autres, mais il faudra infailliblement se donner les moyens, non seulement financiers, mais également les nouveaux métiers. Les pharmaciens sont souvent les oubliés entre les soignants et les médecins, les radiopharmaciens, les pharmaciens cliniciens. Là, on a de plus en plus de thérapies orales, les bioinformaticiens bien entendu, les généticiens et tout ce qui est cet aspect oncologie translationnelle et moléculaire, avec, faut-il le dire, mais ce sera une réalité sous peu, un outil informatique imparable. Et de nouveau, merci pour votre attention.